Bonsoir et merci de votre fidélité. Il avait promis un gouvernement restreint. Juste quelques heures après son investiture, le président de la République, Patrice Talon, a dévoilé son équipe. 21 ministres, dont 7 anciens, 3 femmes. Le tout nouveau gouvernement est diversement apprécié par nos concitoyens, pendant que certains y voient une prime à la compétence. Pour d'autres, ce gouvernement donne une impression du déjà vu. Je reçois aujourd'hui les hommes des médias pour décrypter à nouveau la nouvelle équipe gouvernementale, à nouveau parce que certainement vous les avez déjà entendus sur des radios où vous avez lu leurs éditoriaux. Ils sont 4 journalistes, 2 du secteur public, à ma gauche, Georges Amelon, Expédie Ologou, tous 2 de la radiodiffusion nationale. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Céleste Mara. Et puis à ma droite, Vincent Folly, le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, et André Dossa, le rédacteur en chef de Canal 3. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas un face-à-face comme celui qu'on a connu, mais c'est un face-à-face convivial. Bonsoir encore une fois. Et vous le savez, notre péché mignon, comme on le dit, c'est l'actualité. À moins de me contredire, l'actualité, c'est déjà la sortie de quelques ministres du nouveau gouvernement. J'ai entendu le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines qui a visité quelques centrales. Il semble dire que c'est des musées. Pour quelqu'un qui vient de Énergie de France, on peut penser, les Béninois peuvent penser que soit c'est un rêveur ou qu'il est plutôt ambitieux. Vincent Folly, qu'est-ce que vous pensez? C'est redoutable la question que vous me posez. Bon, je ne vais pas manquer de dire un mot, parce que l'émotion qui m'étreint depuis que j'ai franchi les portes de votre télévision, que je n'ai pas franchi depuis au moins 8 ans, SPD qui est là peut en témoigner. Je salue le retour de cette télévision qui est nationale, son retour dans j'allais dire, dans le paysage médiatique et son ouverture au monde. Et je crois que c'est ce que nous avons souhaité, que notre télé soit à nous tous. Ceux qui disent des bonnes choses comme ceux qui disent des bêtises. Cette émission fait quand même plus d'un an. Oui, je m'en réjouis. Et plus d'un an. Plus d'un an. Et c'est la première fois que j'arrive ici, comme par hasard. Merci. Mais non, j'ai suivi le nouveau ministre qui m'a beaucoup impressionné par la sagacité qu'il a manifestée. Je me suis demandé d'où il venait, quoi. Est-ce qu'il savait dans quel monde il tombait? Et dire ces choses-là, au début, moi, ça m'a rappelé un peu les spectacles que nous avons eus du côté du chef de l'État sortant, où il allait déclarer des choses de but en blanc. Bon, je ne sais pas. Ça ressemble un peu à du spectacle et moi, je veux connaître la suite. Après ce qu'il a dit là, quelle suite il faut donner à ça? Et il paraît qu'avec 10 milliards, on peut faire des choses pour lesquelles on a loué des groupes. Bonsoir et merci de votre fidélité. Il avait promis un gouvernement restreint. Juste quelques heures après son investiture, le président de la République, Patrice Talon, a dévoilé son équipe. 21 ministres, dont 7 anciens, 3 femmes. Le tout nouveau gouvernement est diversement apprécié par nos concitoyens, pendant que certains y voient une prime à la compétence. Pour d'autres, ce gouvernement donne une impression du déjà vu. Je reçois aujourd'hui les hommes des médias pour décrypter à nouveau la nouvelle équipe gouvernementale, à nouveau parce que certainement vous les avez déjà entendus sur des radios où vous avez lu leurs éditoriaux. Ils sont 4 journalistes, 2 du secteur public, à ma gauche, Georges Amelon, Expédie Ologou, tous 2 de la radiodiffusion nationale. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Céleste Mara. Et puis à ma droite, Vincent Folly, le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, et André Dossa, le rédacteur en chef de Canal 3. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas un face-à-face comme celui qu'on a connu, mais c'est un face-à-face convivial. Bonsoir encore une fois. Et vous le savez, notre péché mignon, comme on le dit, c'est l'actualité. À moins de me contredire, l'actualité, c'est déjà la sortie de quelques ministres du nouveau gouvernement. J'ai entendu le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines qui a
visité quelques centrales. Il semble dire que c'est des musées. Pour quelqu'un qui vient de Énergie de France, on peut penser, les Béninois peuvent penser que soit c'est un rêveur ou qu'il est plutôt ambitieux. Vincent Follier, qu'est-ce que vous pensez? C'est redoutable la question que vous me posez. Bon, je ne vais pas manquer de dire un mot, parce que l'émotion qui m'étreint depuis que j'ai franchi les portes de votre télévision, que je n'ai pas franchi depuis au moins 8 ans, SPD qui est là peut en témoigner. Je salue le retour de cette télévision qui est nationale son retour dans j'allais dire, dans le paysage médiatique et son ouverture au monde. Et je crois que c'est ce que nous avons souhaité, que notre télé soit à nous tous. Ceux qui disent des bonnes choses comme ceux qui disent des bêtises. Cette émission fait quand même plus d'un an. Oui, je m'en réjouis. Et plus d'un an. Plus d'un an. Et c'est la première fois que j'arrive ici, comme par hasard. Merci. Mais non, j'ai suivi le nouveau ministre qui m'a beaucoup impressionné par la sagacité qu'il a manifestée. Je me suis demandé d'où il venait, quoi. Est-ce qu'il savait dans quel monde il tombait? Et dire ces choses-là, au début, moi, ça m'a rappelé un peu les spectacles que nous avons eus du côté du chef de l'État sortant, où il allait déclarer des choses de but en blanc. Bon, je ne sais pas. Ça ressemble un peu à du spectacle et moi, je veux connaître la suite. Après ce qu'il a dit là, quelle suite il faut donner à ça? Et il paraît qu'avec 10 milliards, on peut faire des choses pour lesquelles on a loué des groupes qui sont surloués. Bon, je veux savoir. Mais de le dire de cette façon, ça a un peu choqué. Moi, je veux connaître la suite de ça. André Dossard, vous pensez comme lui que c'est peut-être quelqu'un qui est venu dans un monde qu'il ne connaît pas très bien? Je pense que c'est l'indignation d'une compétence de ce domaine. Il vient de EDF, Énergie de France, et quand il vient voir la précarité qui est celle qu'on a pu lui faire voir, il est tout à fait normal qu'il s'indigne. Et j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus l'indignation du technicien qu'il est que celle d'un ministre d'une république du Bénin. En tant que ministre du Bénin, je pense qu'il devait faire preuve d'une certaine modération parce qu'il est important, c'est bien de s'indigner, mais c'est encore mieux de pouvoir apporter des solutions dans l'immédiat. Très bien. À ce propos, est-ce que vous pensez qu'il va peut-être, je n'ose pas être ambitieux, penser qu'il va transformer ce qu'il appelle des musées en des centrales comparables à celles d'EDF? Je ne sais pas s'il va être trop loin, mais est-ce que vous pensez qu'il peut changer nos musées? Oh, il faut attendre. En cette matière, le grand maître, c'est le temps. Et le grand avocat de tous, c'est aussi le temps. Donc, il faudra espérer simplement que les propos qu'il vient de tenir, qu'on ne va pas le remettre en face quelques mois, quelques années plus tard, et qu'on soit gros gens comme devant, constatant qu'il n'a rien fait. Mais il y a une présomption à la fois de compétence, de bonne foi et aussi de technicité. À espérer quand on voit le CV d'un certain nombre de ministres comme lui, du gouvernement. Mais vous le savez bien, même l'enfer est pavé de bonnes intentions et parfois de belles biographies. Donc cela ne suffira pas, à mon avis. Les Béninois, surtout parce que le président qui est là a dit qu'il n'a qu'un seul mandat à faire, les Béninois attendent que les actes parlent et que les paroles se taisent. Georges Amelon, je n'ose pas dire que le nouveau ministre a tout de même raison, parce que quand on avait entendu le candidat Lionel Zinsou parler de l'énergie, il a dit de Maria Gleta que techniquement c'est un échec. Donc le ministre a une part de raison quand il voit nos centrales. Je crois qu'incontestablement, il y a un problème que tous les Béninois connaissent très bien. C'est celui de l'approvisionnement en énergie électrique, que ce soit pour ce qui concerne l'énergie domestique ou que ce soit pour l'énergie industrielle. Et je crois me souvenir avoir déjà rencontré ce monsieur à Paris à l'occasion une sorte de mesure conservatoire. Imaginez Célestin Marat, que vous constatez que votre comptable nommé commence à avoir des manœuvres qui ne nous semblent pas très claires. Eh bien, vous pouvez très bien décider d'arrêter le mouvement. Mais est-ce que c'est le constat qu'il a fait? Je ne sais pas. C'est un exemple que je donne. Si vous n'allez pas laisser votre comptable continuer à travailler en lui donnant la possibilité, même au besoin, d'effacer des traces ou des choses comme ça, vous prenez une mesure conservatoire, vous l'arrêtez,
vous lui demandez de passer sa caisse à quelqu'un d'autre en attendant que les vérifications aient lieu. Je pense qu'il y a là comme une mesure conservatoire. Et le comité ad hoc, il reste à savoir qui le compose très exactement pour savoir si oui ou non la mesure en question sera efficace. Très bien. Dans les échanges que nous avons eus avant de venir sur le plateau, Vincent Folly, vous sembliez dire que ce n'était pas totalement normal. Oui, ça ne peut pas être normal parce que, écoutez, nous on a vu un chef d'État démettre un directeur d'une structure, je crois, la SBE pour ne pas la nommer, et en direct parce qu'il y a eu une panne de courant. C'est gênant parce qu'on n'a pas encore situé les responsabilités. Voilà un ministre qui vient d'arriver, je crois qu'il a passé service. Est-ce que ce n'est pas le lendemain de ce jour-là qu'il a pris cette décision de démettre le DC et le DAC, si c'est ce que je comprends? Ce ne sont pas des gens qui ont contact avec l'argent. Qu'est-ce qui presse tant? Parce que le DC et le DAC, ce sont des personnes qui sont venues dans le fourgon, si j'ose dire ainsi, dans le fourgon du ministre. Et c'est des gens qu'on remplace assez rapidement lorsqu'il y a conseil. Il n'y a pas eu conseil des ministres, le ministre s'est empressé. Écoutez, nous on écrit sur ça demain. Et je ne voudrais pas devancer ce qui va se dire. Le titre de la une. Non, excusez-moi de ne pas révéler parce que je dois vendre. Il faut que je supprime les gens. Donc, moi, mon problème, c'est que ça m'a l'air d'un spectacle. On vient à peine d'arriver, on prend une décision. Ça peut être juste, hein. Peut-être qu'ils ont ramassé les derniers meubles ou bien ils ont vidé, je ne sais pas, leur bureau, je ne sais pas. Et je crois que je n'ai pas eu d'explication, mais on en parle demain quand même. C'est le spectacle qui me gêne, moi. Canal 3 en parle demain? Non, mais je pense que Léa Sarouito, c'est qui? C'est quelqu'un qui a occupé plusieurs portefeuilles ministériels et qui a donc l'expérience de la gestion d'un cabinet ministériel, de la composition même d'un cabinet ministériel. Et il ne peut pas poser un acte qui peut-être peut lui causer un certain nombre de soucis dans lui. Et je pense aussi qu'au fond, il ne les a pas limogés. Il est mieux placé s'ils ne sont pas limogés, il sait très bien que ils passent service? les cas de cette envergure, c'est Non, déjà vous dites qu'ils ne sont pas limogés, mais ils vont passer service demain avant 18h45. Passer service, est-ce que ça signifie, je ne sais pas, les spécialistes en la matière pourront mieux dire la chose que moi, mais je ne pense pas, même si passer service au secrétaire général, est-ce que ça veut dire forcément quitter le ministère, sortir du ministère? Répondront plus tard des actes je partais de l'analyse qui veut que les Assaouites aient eu un souci de clarté, de lisibilité, en ce sens qu'il y a des ministres qui n'ont pas pris un arrêté, mais qui viennent au cabinet avec des gens, leur cabinet virtuel, attendant le conseil des ministres pour concrétiser tout ça, pour formaliser, mais qui viennent, qui travaillent, qui les accompagnent. Lui, au moins, il a pris un arrêté, il a pris un acte administratif pour dire, voilà, vous passez service au secrétaire général. Peut-être. Donc c'est une lettre. Une lettre, un acte administratif de toute façon, un acte signé par le ministre. Mais moi, je sens qu'il y a quand même ce souci de clarté dans sa démarche. Le fait de faire ce courrier pour leur dire. Ailleurs, il y a des ministres qui sont déjà avec leur cabinet virtuel et qui viennent et qui travaillent avec eux. Vous voyez. Donc, je pense que de toute façon, qu'il ait fait ça ou pas, de toute façon, il finira par les remplacer. Il finira par les congédier, de toute façon. Puisque c'est la rupture ici, pour lui, ces personnes, ces cadres ne sont pas assez, ne répondent pas aux critères qui s'est définis, aux conditions qu'il faut pour l'accompagner dans la mission qui lui est confiée par le président Talon, il finirait de toute façon par les congédier. Je vais à chaque fois changer la rotation. Bonsoir et merci de votre fidélité. Il avait promis un gouvernement restreint. Juste quelques heures après son investiture, le président de la République, Patrice Talon, a dévoilé son équipe. 21 ministres, dont 7 anciens, 3 femmes. Le tout nouveau gouvernement est diversement apprécié par nos concitoyens, pendant que certains y voient une prime à la compétence. Pour d'autres, ce gouvernement donne une impression du déjà vu. Je reçois aujourd'hui les hommes des médias pour décrypter à nouveau la nouvelle équipe gouvernementale, à nouveau parce que certainement vous les avez déjà entendus sur des radios où vous avez lu leurs éditoriaux.
Ils sont 4 journalistes, 2 du secteur public, à ma gauche, Georges Hamelon, Expédie Ologou, tous 2 de la radiodiffusion nationale. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Céleste Mara. Et puis à ma droite, Vincent Folly, le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, et André Dossa, le rédacteur en chef de Canal 3. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas un face-à-face comme celui qu'on a connu, mais c'est un face-à-face convivial. Bonsoir encore une fois. Et vous le savez, notre péché mignon, comme on le dit, c'est l'actualité. À moins de me contredire, l'actualité, c'est déjà la sortie de quelques ministres du nouveau gouvernement. J'ai entendu le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines qui a visité quelques centrales. Il semble dire que c'est des musées. Pour quelqu'un qui vient de Énergie de France, on peut penser, les Béninois peuvent penser que soit c'est un rêveur ou qu'il est plutôt ambitieux. Vincent Folly, qu'est-ce que vous pensez? C'est redoutable la question que vous me posez. Bon, je ne vais pas manquer de dire un mot, parce que l'émotion qui m'étreint depuis que j'ai franchi les portes de votre télévision, que je n'ai pas franchi depuis au moins 8 ans, SPD qui est là peut en témoigner. Je salue le retour de cette télévision qui est nationale, son retour dans j'allais dire, dans le paysage médiatique et son ouverture au monde. Et je crois que c'est ce que nous avons souhaité, que notre télé soit à nous tous. Ceux qui disent des bonnes choses comme ceux qui disent des bêtises. Cette émission fait quand même plus d'un an. Oui, je m'en réjouis. Et plus d'un an. Plus d'un an. Et c'est la première fois que j'arrive ici, comme par hasard. Merci. Mais non, j'ai suivi le nouveau ministre qui m'a beaucoup impressionné par la sagacité qu'il a manifestée. Je me suis demandé d'où il venait, quoi. Est-ce qu'il savait dans quel monde il tombait? Et dire ces choses-là, au début, moi, ça m'a rappelé un peu les spectacles que nous avons eus du côté du chef de l'État sortant, où il allait déclarer des choses de but en blanc. Bon, je ne sais pas. Ça ressemble un peu à du spectacle et moi, je veux connaître la suite. Après ce qu'il a dit là, quelle suite il faut donner à ça? Et il paraît qu'avec 10 milliards, on peut faire des choses pour lesquelles on a loué des groupes qui sont surloués. Bon, je veux savoir, mais de le dire de cette façon, ça a un peu choqué. Moi, je veux connaître la suite de ça. André Dossa, vous pensez comme lui que c'est peut-être quelqu'un qui est venu dans un monde qu'il ne connaît pas très bien? Je pense que c'est l'indignation d'une compétence de ce domaine. Il vient de EDF, Énergie de France, et quand il vient voir la précarité qui est celle qu'on a pu le faire voir, il est tout à fait normal qu'il s'indigne. Et j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus l'indignation du technicien qu'il est que celle d'un ministre d'une République du Bénin. En tant que ministre du Bénin, je pense qu'il devait faire preuve d'une certaine modération parce qu'il est important, c'est bien de s'indigner, mais c'est encore mieux de pouvoir apporter des solutions dans l'immédiat. Très bien. À ce propos, est-ce que vous pensez? C'est-à-dire, il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Et donc, comme il n'a pas de portefeuille, économie, finance ou quoi, donc on imagine, moi j'imagine que ce poste va devenir effectivement un poste central et je veux voir le décret pour croire. Oui, mais André, est-ce que, bon, nous spéculons, hein, c'est notre droit le plus absolu, est-ce que il n'aurait pas été plus clair qu'on dise si c'est la coordination de l'action gouvernementale, comme ça a été par le passé? Je pense que malgré que cela à moins que le chef de l'État ait voulu très tôt dire c'est moi le chef. Non, malgré que cette précision ne soit pas apportée, de mon point de vue, Pascal Kounekougbaki s'occupe de la coordination de l'action gouvernementale. Je m'explique. Ça, c'est vous qui dites. Le communiqué qui a annoncé le remaniement est signé par Pascal Kounekougbaki. Mais ça peut être dans les attributions du secrétaire pas raison. Ça peut être dans les attributions du secrétaire général de la présidence. Je me refuse de comparer Pascal Kounekougbaki, secrétaire général, ministre d'État chargé à Inès Abor, à Brun Ratchemé et Ouin dans une autre vie. Parce que eux, ils ne signaient aucune décision de la présidence. Ils portaient le titre, nous savions
mais il ne signait pas un communiqué du Conseil des ministres. Il ne signait pas un remaniement ministériel. Vous voyez. Ça m'amène à dire que le poste qu'occupe Pascal Ironé aujourd'hui est beaucoup plus important que ceux qu'occupèrent les personnalités dont nous avons cité les noms. C'est votre avis, Georges? Mais écoutez, je crois que l'exemple qu'il vient de donner, la signature de ce communiqué qui nous donne la liste du gouvernement, nous fait comprendre, si nous ne voulions pas le voir, qu'il s'agit d'un véritable espèce de chef de gouvernement. Certains sont allés jusqu'à parler de vice-président. C'est peut-être une exagération. C'est une exagération, Bon. encore que dans notre histoire, on a bien vu que les vice-présidents étaient passablement là pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais en réalité, là, je pense qu'il y a un positionnement qui est fait pour que la personne en question dirige l'action gouvernementale, soit, disons, la courroie de transmission entre le chef de l'État, qui a les options, qui a la vision, qui définit les missions, et puis cet homme-là qui doit les transmettre au gouvernement et mettre en musique l'ensemble des actions à entreprendre. C'est comme ça que je le comprends. Mais ce n'est que ma compréhension. Comme le dit si bien notre ami Vincent Folly, il faut attendre les AOF, ces fameux, attributions, ces fameux fonctionnement. textes qui nous disent exactement comment poste par poste on fonctionne pour pouvoir savoir exactement le contenu qu'on donne à ces attributions. Expédie Ologou sur la même question. Il y a des éléments d'ordre administratif. Peut-être même pousserais-je loin le bouchon en disant d'ordre de droit administratif. Quand vous prenez la formation du gouvernement, la préséance, c'est d'abord Pascal Irénée Koupaki, puis les autres. C'est une chose qui peut laisser subodorer l'idée qui se cache derrière. Au fond, le président de la République, par exemple, chez nous, aurait pu nommer le secrétaire général à la présidence de la République sans qu'il ne soit ministre d'État. Au fond, le piège se trouve où? C'est que notre président de la République, il est président de la République et il est chef de gouvernement. Dans d'autres systèmes, le système français par exemple, nous sommes dans un système semi-présidentiel, le président de la République est là, il a sa case, le Premier ministre a sa case. Il est le chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement. Or, chez nous en l'espèce, le président dont on doit s'occuper des affaires en tant que président est en même temps le Premier ministre. Au fond, au regard de notre Constitution, il est encore le chef du gouvernement. On comprend donc bien pourquoi il peut avoir un secrétaire général du gouvernement qui doit être sous le Premier ministre, le chef du gouvernement, et un secrétaire général à la présidence de la République qui s'occupe des affaires du président de la République. Or, en l'espèce, c'est la même personne qui cumule les deux, la même personnalité. Donc, moi, j'entends bien que, en regardant le gouvernement tel qu'il a été formé, que Pascal Irénée Koupaki joue bien la courroie de transmission entre le président de la République et son gouvernement. Maintenant, le piège, c'est, et là on est en train de subodorer, le piège, c'est que si l'on considère que M. Koupaki, c'est simplement le secrétaire général à la présidence de la République, mais parce que c'est quand même Pascal Irénée Koupaki, on ne peut pas l'appeler simplement secrétaire général à la présidence de la République, on lui affuble le titre de ministre d'État, on commence par voir pourquoi M. Abdoulaye Biotchané est dans une position qui n'est pas aussi loin de la coordination de l'action gouvernementale. Et là, je parle on est en train de subodorer, parce qu'à ce moment-là, les choses auraient été claires. M. Koupaki s'occupe de la présidence de la République et M. Abdoulaye Biotchané, deuxième personnalité, s'occupe de la coordination de l'action gouvernementale en tant que telle. Mais là, pour terminer, M. Marat, ça c'était les conjectures. Mais quand vous avez fini de faire ça et que vous avez l'œil de l'histoire gouvernementale, vous vous rendez bien compte qu'il y a des éléments totalement apolitiques, au sens de ce n'est pas politicien, qui militent en cette faveur. Très rapidement. Quand vous regardez les deux personnalités, Abdoulaye Biotchané et Pascal Irénée Koupaki, dans la fonction exécutive, celui qui a occupé récemment une fonction plus prééminente que l'autre, c'est Pascal Irénée Koupaki. Il serait malséant de la part de l'actuel président de la République de mettre Irénée Koupaki juste après Pascal. De l'inféodé. De l'inféodé à, par exemple, Abdoulaye Biotchané. En termes de préséance, je veux dire. Mais ensuite, observez très bien qu'il y a une telle complicité, me semble-t-il, entre les deux personnalités mises en exergue, que d'autres éléments à la fois, je vais dire, de convenance, de respect, font
qu'on ne peut pas, pour le moment, ne pas voir dans la position de M. Koupaki, en tout cas, l'idée de la courroie de transmission entre le gouvernement et le chef de l'État. Oui, mais pendant que vous parlez de complicité, d'autres, pour aborder la deuxième question, le deuxième aspect de cette question, d'autres craignent plutôt une espèce de rivalité entre les deux, et pour raison. Les gens disent qu'en 2021, ils ne seront pas encore totalement frappés par l'âge. Quand j'ai pris quelques infos, je vois Koupaki né le 3 mai 1951. C'est un responsable qui m'a donné. C'est vrai que les CV sont dans les journaux. Biocha né 25 octobre 52. Donc, en 2021... Aucun d'eux n'aura 70 ans. Aucun d'eux n'aura 70 ans. Au moment des élections. Au moment des élections. Donc, la rivalité est probable si les deux sont candidats. Si vous suivez notre quotidien... Donc, pendant que vous parlez de complicité, il y en a qui disent, est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'une rivalité? Relation interpersonnelle. D'accord. La crainte d'une rivalité, nous l'avons exprimé à travers un article que nous avons dit, un cocktail explosif. Vous annoncez beaucoup d'articles. Non, écoutez, nous sommes là pour donc, analyser rivalité à craindre, c'est ça? Non, je ne crains pas. Faut-il craindre ça? Puisque le président que nous avons élu a dit solennellement, il nous a rappelé qu'il est là pour 5 ans. Donc, moi, le fait que des personnalités comme Koupaki et Biocha aient accepté de rentrer dans un gouvernement montre que certains ont déjà dit c'est un remerciement aussi. Oui, écoutez, on remercie, oui. Leurs calculs vont bien au-delà de 2016. C'est des gens qui voient déjà 2021. Et on ne peut pas m'empêcher de le penser. Et il y a une sourde rivalité entre les deux, ça c'est clair. Mais comme ce sont des personnalités très policées, ce ne sont pas des gens qui aiment les esclandres, qui ne parlent pas trop fort. Vous les voyez, eux deux vont savoir calculer. Mais il n'empêche qu'il y aura des rivalités lorsque les jours vont s'approcher. Nous pouvons deviner cela déjà. Rivalité probable. Nous ne sommes qu'au début de ce quinquennat, du quinquennat de Patrice Talon. Et moi, je vais utiliser une image plutôt sportive, le football notamment, pour expliquer comment je constate, enfin, ce que je constate. Vous savez, dans une équipe de football, il y a 2 libéraux. Je considère que Pascal Koupaki et Abdoulaye Biocha sont les 2 libéraux de l'équipe de football constituée par Patrice Talon. Alors, dans un match, lorsque un des libéraux va en attaque, le second reste, et vice-versa. C'est comme ça que je considère Alors, maintenant, vous savez, les deux, ils ne sont pas forclus en 2021. Mais l'expérience béninoise a montré que lorsque 2 têtes de pont dans un régime se mettent dans une dynamique de rivalité dans la perspective d'une élection présidentielle, aucun des deux ne gagne. Et je voudrais citer comme exemple le cas Amoussou Bono et un certain Adrien Mbouji. Merci. Je ne sais pas par qui je vais commencer cette fois-ci, un peu le hasard. Au logo. Une autre question pertinente, maître Diokbenou Joseph, qui devient ministre de la Justice. Certains se disaient, est-ce que ce n'est pas mieux pour lui à l'Assemblée, en tant que président de la Commission des lois, pour appuyer fortement les réformes annoncées par le président? C'est une question, je ne sais pas quelle est votre lecture, mais d'autres se posent une autre question. L'avocat personnel du chef de l'État qui devient ministre de la Justice, est-ce qu'il ne va pas influencer les décisions si par hasard il y avait des affaires, des sociétés appartenant à Patrice Talon qui ont des contentieux avec la République? Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect? Des craintes tout à fait légitimes de la part des citoyens que nous sommes. Mais en même temps, ces craintes font-elles enlever à M. Diokbenou le droit d'être nommé ministre aujourd'hui? Surtout quand il a mené ce combat-là. Je pense qu'il faut rendre justice. Mais il reste, et c'est là, je pense que l'un de mes prochains papiers, le titre, ce sera « Il faut suivre Patrice au talon ». C'est-à-dire que l'un de nos défis à nous, ce sera de suivre Patrice au talon. De suivre Patrice au talon. De suivre les actes qu'il posera, lui, en tant que président de la République, mais les actes que poseront ceux qui travaillent avec lui. Et je pense qu'on doit pouvoir attendre de M. Diokbenou, comme de M. Talon, surtout de M. Diokbenou, qui a eu le mérite, ou en tout cas l'histoire le retiendra, d'avoir donné assez de leçons aux acteurs politiques, et de belles leçons. Donc je pense qu'il aura l'intelligence, la finesse et l'élégance de ne pas se mêler un peu trop, de ne pas mélanger les pinceaux. Mais on est en droit
d'exiger, ou de comprendre comment est-ce qu'effectivement M. Diogbenou va devoir gérer ces relations-là avec l'actuel président. Mais on peut être aussi heureux si les réformes se font très vite. Si par exemple, en l'espèce, le Conseil de la magistrature est très vite révisé, que le président de la République, par exemple, que le ministre de la Justice ne peuvent plus avoir poigne, par exemple, sur le parquet, sur la vie, je vais dire, fonctionnelle des magistrats. Ça peut nous calmer. C'est pour ça, peut-être, que l'on peut être en droit, effectivement, d'attendre que les réformes se fassent très vite. Mais enfin, pour finir, c'est que ce qui est quand même, on va dire, heureux dans ce gouvernement, pour le moment, disons-le, c'est que quand on dit Joseph Diogbenou à la justice, on n'a pas envie de faire une comparaison avec certains ministres de la justice qu'on a eu il y a récemment, il y a quelques temps. On se dit au moins mérite-t-il d'être là. Quand on dit Aurélien Abénoncy aux affaires étrangères, on se dit, c'est l'une des plus grandes pelles. Très bien, on va parler des compétences, voilà. justement. Donc, je veux dire que ça ne pose pas pour moi très bien, un problème. On va aborder la question des reste compétences, mais avant, sur la question de la nomination de Diogbenou au poste de ministre de la Justice, alors qu'on sait que c'est l'avocat personnel du... Alors, puisque nous évoquons des images de football, nous avons parlé de marquage à culotte, nous avons parlé... Il n'y a pas souvent les matchs de football. C'est ainsi alambiqué que je n'ai pas compris. Nous avons parlé de marquage à la culotte, nous avons parlé de libéraux, et ainsi de suite. Je dirais, moi, qu'il s'agit d'un authentique cadre de vestiaire. En réalité, au football, pour revenir à cette discipline-là, quand on a une équipe, on a des têtes pensantes dans le vestiaire. On a des personnes qui sont capables d'encadrer les autres membres de l'équipe. Et il me semble que dans le contexte actuel, une personne comme Joseph Diogbenou fait incontestablement partie de ce cadre de vestiaire. Et par rapport à Irénée Koupaki, par rapport à Biotchane ou encore à un candidat Zanaï ou à un Sakalafia. C'est l'une des personnes les plus légitimes pour parler aujourd'hui du nouveau système qui se met en place de par la lutte qu'il a menée. Et il faudra justement qu'il soit le maître d'œuvre des réformes qu'envisage le candidat Patrice Talon, qui dit et affirme... Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de les défendre à l'Assemblée en tant que président de la Commission des lois? Je crois qu'avant que ces réformes-là aillent à l'Assemblée, il faut un processus. Et un processus que ces cadres-là, justement, seront à même de mener au sein du gouvernement. Ça peut être un projet de loi. Avocat personnel du chef de l'État, ministre de la Justice, qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, moi je n'ai pas de Vous n'allez problème pas écrire un article là-dessus demain? Non, on va écrire plusieurs articles. Moi je connais personnellement le professeur Diogbenou qui est un ami. Mais l'amitié, ce n'est pas ça qui me détermine ici. Je crois que on est à l'épreuve. Et ce qui se passe actuellement, quand certains disent qu'il aurait pu rester au Parlement, ils ont tout à fait raison de le penser ainsi. Mais je veux dire, sous le contrôle du politologue, que nous sommes dans un régime présidentiel. Si moi j'ai souvenance des lois, ceux qui ont concurrence, ceux qui peuvent proposer, ceux qui peuvent faire les lois, selon notre Constitution, c'est le président de la République, c'est-à-dire le gouvernement, et l'Assemblée. Mais de mémoire de journaliste, il y a eu très peu de propositions de loi. C'est souvent des projets de loi que nous avons. Or, voilà des gens qui sont venus au pouvoir avec un projet de société et un projet de gouvernement. Et le professeur Diogbenou, qui connaît de quoi il parle, peut effectivement élaborer très vite, et c'est dans le cadre des réformes qu'on envisage, très vite, et je crois qu'il est très bien placé. Maintenant, le problème, c'est le relais à l'Assemblée. Comment est-ce que les lois vont être reçues? Est-ce que l'Assemblée va voter? Nous savons ce qui se passe lorsqu'on doit voter des lois. Moi, je suis curieux de savoir si l'argent va circuler comme par le passé lorsqu'il y aura des blocages. Mais je dis, le professeur est bien à sa place parce qu'il peut effectivement entrer dans le cadre de ce qu'ils sont. À ce propos, avant que je te laisse réagir, je ne sais pas si Ologou va nous éclairer. Ma culture n'est pas très grande en matière parlementaire. Qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée? Est-ce qu'il faut réélire le président de la Commission des lois, c'est ça? Absolument. Il faudra. Et puis, pour ajouter à ce que M. Folli vient de dire, quand vous regardez bien les réformes proposées par le candidat Talon, vous sentez bien qu'il y a des senteurs alternatives et citoyennes qui s'exhalent de ces propositions. Et donc, il me semble que si
un Joseph Diogbenou est absent du point de vue d'abord de la symbolique, ça posera un problème. Parce que c'est lui, rappelez-vous, c'est lui qui le premier a osé venir dire sur un plateau de télévision que Talon sera candidat. Monsieur André Doussard, on va avancer. Vous dites un mot sur la même question, mais j'aurais voulu qu'on en profite. Pour que je peux léser. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pour ça que je commence cette fois-ci par vous. C'est pour ça que je commence. Non, attendez la question d'abord. La question, je dis, vous allez compléter vos idées par rapport à Diogbenou, mais la question, et cette fois-ci, je commence par vous, c'est justement les compétences. Le président de la République a dit, mes critères de sélection seront basés sur la compétence. Est-ce qu'on a le sentiment, en regardant ce gouvernement, qu'il répond à ce critère? Rapidement sur Diogbenou, je pense que le président Talon, il est un fin connaisseur du personnel politique de notre pays. Et il sait qui peut l'accompagner dans les idées de réforme, les projets de réforme dont il est porteur. C'est vrai, le fait de sortir Joseph Diogbenou de l'Assemblée nationale, président de la commission des lois, ça paraît un peu bizarre aux yeux de l'opinion. Ouais. Mais il n'y a pas d'enjeu politique avant 3 ans. Les prochaines élections, c'est en 2019, les élections législatives. Ça et d'autres éléments ont pu contribuer à ces choix qu'il a opérés. Il en est de Diogbenou comme d'autres candidats Zanaï, Saka Lafia. Le président Patrice Talon. Donc, sans doute qu'il y a beaucoup d'éléments, peut-être que nous ne contrôlons pas, qui entrent en ligne de compte de ces choix qu'il a pu faire. Cela dit, l'Assemblée nationale, de mon point de vue, n'est pas aussi dépeuplée que ça. Il y a beaucoup d'autres députés qui soutiennent Patrice Talon, qui pourront également accompagner les réformes quand elles vont être introduites à l'Assemblée nationale. Alors, sur la question de la compétence. Oui. Alors, je constate qu'effectivement, comme il a promis, il en a tenu compte. Ce gouvernement allie compétence, expérience, technicité. Et à 80% de mon point de vue, ce gouvernement répond à ce qu'il nous a annoncé, tenir compte de la compétence. Je pourrais, si on continue la discussion, davantage m'expliquer si vous me permettez. Alors, oui, allez-y. Alors, je constate que Patrice Talon, il allait d'abord, il a puisé dans les différentes, vous pouvez donner peut-être des exemples. Les différentes époques de l'histoire de notre pays. Je remonte jusqu'à la Révolution. Il y a dans ce gouvernement quelqu'un que je peux considérer comme un représentant de l'époque révolutionnaire, Barnabé Dassigli, qui a occupé d'importantes fonctions pendant la Révolution. Il est dans ce gouvernement. La période de renouveau, sous Nicéphore Soglo, on peut considérer les candidats Zanaï comme ayant été de cette période-là. Ils sont représentés dans ce gouvernement. La période Mathieu Kérékou, Lazare Ouittor, même Saka Lafia, je peux le considérer comme ayant été de cette période de Mathieu Kérékou, Boni Yahi et d'autres. Et cette association des compétences qui ont été témoins des différentes époques de notre histoire dans un gouvernement. Et en plus, il y a cette jeunesse, Ozado Meki, le ministre des Finances, Wadani. C'est des gens, pour le moment, qui, au plan politique, peuvent paraître, bon, un peu moins pour Ozado Meki, peuvent paraître vierges. Mais au fond, ils ont la notoriété morale qui peut leur permettre de jouir de la même, considération que l'ensemble des autres membres de ce gouvernement. Cela dit un bémol. On peut estimer que Barnabé Dassigli, Saka Lafia, pour avoir participé à un certain nombre, à la gestion sous, Boni Yahi puis Kérékou, l'un a été préfet, l'autre ministre, Maria Gleta pour ce qui concerne Saka Lafia, Barnabé Dassigli pour des soupçons de mauvaise gestion, de dossiers domaniaux. On n'a aucune preuve judiciaire. Pourquoi il les a nommés? Mais ça circule. Dans l'opinion, c'est beaucoup plus, les commentaires que les gens font, c'est beaucoup plus au niveau de ça se cristallise sur ces deux personnalités. Mais en réalité, nous sommes dans un pays, nous avons tous, on accuse les gens sans attendre forcément un procès, sans attendre la décision d'un juge. Mais de mon point de vue, vous savez, ça tout dépend du leadership, du système de gouvernance qui est mis en place. Dassigli a été préfet et tout ce que l'on lui reproche. Mais aujourd'hui, il est ministre de Patrice Talon. Patrice Talon, ce n'est pas Boni Yahi, ce n'est pas Mathieu Kérékou. On attend, c'est vrai, de le voir à l'œuvre, de voir quel système de gouvernance il va mettre en œuvre. Tout dépendra. Mais si Barnabé Dassigli est peut-être ce qu'on lui reproche
attendons de le voir à l'œuvre. Puisque vous savez, quand on vole un œuf, on volera un bœuf. S'il reprend les mêmes choses qui lui sont reprochées, il pourrait être extirpé du système. Très bien. Est-ce que j'ai comblé le déficit? Oui, c'est déjà comblé. C'est Il a- On n'est pas dans un débat de Patrice Talon. À propos de... Moi, j'ai failli dire. Je vous regardais parce qu'il Oui, a cité des anciens j'ai failli ministres et justement... Il a remonté à la préhistoire. L'opinion se demande... C'est la préhistoire. L'histoire a commencé en 91. Monsieur Vincent Folly, Oui. puisqu'il a cité un ancien ministre et un ancien préfet... C'est ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et beaucoup de gens disent... pourquoi attendez que je pose la question. Beaucoup de gens disent cet ancien ministre, est-ce que c'est franchement la rupture? Et moi, je dis que ce n'est pas la rupture. Et je suis un peu déçu. Mais lui-même a dit tantôt que 80%. Je ne sais pas comment il a fait ses calculs. Je ne sais pas, il a fait ses calculs. Moi, je ne veux pas me risquer dans les chiffres. Je veux simplement dire que celui dont on parle a été préfet du département de l'Atlantique, c'est-à-dire devant nous, Atlantique littoral. Moi, j'étais dans la presse, je l'ai côtoyé. Et avant ça, comme l'a rappelé une personne sur une télé ce matin, il a été membre du comité central, en tout cas à un niveau développé du PRPB. Je parle de préhistoire. Nous, les enfants qui sont nés aujourd'hui ne connaissent pas Dassigli. La plupart de ceux qui sont dans la presse ne savent pas qui il est. Il n'y a pas d'enfants sur le plateau. Excusez-moi. Non, ce n'est pas sur le plateau. Ce n'est pas sur le plateau. Je parle de ceux qui ont entre 15 et 30 ans. Ils ne le connaissent pas. Mais moi, j'ai la chance de le connaître. Et parce qu'il a été préfet. Et préfet pendant 4 ans. Et c'est au dernier moment, c'est-à-dire à presque à 1 an. On ne va pas focaliser l'attention sur lui. Non, on ne va pas focaliser. Mais c'est que actuellement, ce ministre a des dossiers presque toutes les semaines au tribunal. C'est-à-dire des dossiers ne signifie pas non, s'il vous plaît, condamné. Il s'agit d'affaires de permis d'habiter qui ont été délivrés, qui sont révélés des papiers faux. Je veux qu'ils me contredisent. Jusque-là, moi, je n'ai pas de papier de justice qui dit oui, c'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Tout prévenu, la présomption d'innocence. Mais il n'empêche, celui qui doit occuper un poste aussi important ne doit pas se voir aller au tribunal tous les jours pour des affaires qu'il aura à connaître. C'est-à-dire que demain, le préfet et le ministre Dassigli aura à traiter les affaires de permis d'habiter, puisqu'ils sont du ressort aujourd'hui des maires. Or, il est le patron des maires. Quel est le problème? Moi, je dis que des dossiers vont sortir. Je ne veux pas préjuger de ce que nous allons écrire, mais nous entendons faire ce combat pour que au moins ce gouvernement se débarrasse des poids, je peux dire des canards boiteux. C'est notre rôle aussi. Je ne sais pas si vous allez réagir sur ces questions, sinon j'allais vous poser une autre question. Je vais, avant de recevoir votre Il n'y a pas que lui, hein. J'ai d'autres noms à citer. Vous allez le faire. Avant de répondre à votre question, je disais tout à l'heure, et Vincent Folly a réagi, que le président Patrice Talon s'était montré stratège. Et il a dit qu'il ne fallait pas fabriquer un dieu. Non, loin de moi cette idée-là. En réalité, dans la pratique, la manière dont il a gagné les élections démontre à suffisance qu'il y avait de la stratégie efficace. Ensuite, je suis convaincu que le fait d'amener un certain nombre de personnes au gouvernement, en les sortant de l'Assemblée nationale, est pensé. Je suis convaincu que quand on regarde derrière... Vous dites comme oui, quand on regarde derrière Joseph Diorbenou et qu'on voit un Orden à la Dati, Alternative citoyenne, on se dit, on n'est pas en pays de méconnaissance. Alors, à partir de ce moment-là, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude pour ce qui concerne l'Assemblée. Mais je dois dire que personnellement, je suis obligé de notifier que 2 des promesses du président Talon ont été respectées, à savoir ne pas être tenu par l'équilibre homme-femme, ne pas être tenu par l'équilibre régional, mais le 3e membre, le remerciement. Il me semble tout simplement que le président Talon s'est retrouvé devant les réalités qui sont celles des alliances en matière politique qui voulaient que forcément il donne leur part à des personnes qui ont rejoint son convoi. Et je le dis d'autant plus que moi j'ai été un tout petit peu déçu que la promesse du ministère de l'Éducation nationale n'ait pas été tenue. Je considère que plutôt que d'avoir 3 ministères différents,
comme nous avons pris l'habitude de le faire Oui, mais depuis quand il a dit quelques temps. cabinet restreint, est-ce qu'il avait dit clairement je ferai... Non, mais... C'est vrai qu'il avait mis l'importance sur le Conseil national de l'éducation. Oui, la promesse de l'éducation était dans l'air. Et j'affirme qu'aujourd'hui, chez nous, on enseigne plus qu'on éduque. Et le symbole de l'éducation nationale aurait été suffisamment fort quand on parle précisément de ramener un certain nombre de valeurs, d'inculquer à nouveau des valeurs qui seront les piliers de l'action gouvernementale. Il me semble que de ce point de vue, il y a une petite faiblesse qui, pour le moment, moi, m'a laissé un tout petit peu sur ma faim. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je ne sais pas s'il y a une petite faiblesse sur la question, sur le sujet que je vais aborder. Je ne sais pas s'il y a des faiblesses. On a parlé du cas Diogbenou, c'est un cadre rompu. On dit qu'il y a la présence des hommes de confiance, de talent à un certain nombre de ministères clés, justement Diogbenou à la justice, à l'intérieur Sakalafia, Monsieur Azanaï à la défense. Quand j'enlève Diogbenou, est-ce que les deux autres sont franchement à leur place, de votre point de vue, puisqu'on parle de compétences? Les deux autres, c'est-à-dire défense Azanaï, intérieur Sakalafia. Pour la petite culture stratégique que j'ai, en ayant fait des études de sécurité internationale et de défense, la maxime la plus importante en la matière, c'est que la sécurité et la défense sont des choses trop importantes pour être laissées aux mains des militaires. Ah, donc il a bien fait. Quand vous allez, les études stratégiques, la pensée stratégique, ça commence toujours par vous rappeler ça. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'intérieur et la défense, ça n'est pas un diplôme qu'on a pour diriger. Troisième chose, l'intérieur et la défense, pour un chef d'État, c'est d'abord et avant tout une question de confiance. C'est le capital confiance avant les compétences, on va dire, purement techniciennes. Donc, à mon avis, je pense que le président de la République, s'il ne choisit pas des gens en qui il a confiance, quel que soit leur profil, pour gérer l'intérêt et la défense, c'est que l'État, la mystique de l'État est à terre, ou la mystique de l'État est à découvert. Or, ceux qui font la défense et qui font l'intérieur dans un État, ce sont ceux qui, avec le chef de l'État, élaborent, habitent, font vivre la mystique de l'État. Et à partir de ce moment, on ne peut pas disposer. Si un jour, sur un plateau de télévision, nous disposons de tous les éléments qui doivent présider au choix des ministres de l'Intérieur et de la Défense dans notre pays, on a des problèmes. Cela dit, globalement sur le gouvernement, moi j'ai envie de dire une chose qui doit être prise ici comme une sorte d'appel. Rappelons-nous très rapidement que pendant la campagne, beaucoup d'analyses rationnelles disaient « Oh, c'est Pascal Yané Koupaki qu'il nous fallait ou Abdoulaye Biotchané ». Et ceux qui sont plus futés disent « Oui, mais en face de Boni Yahi, il n'y a que Patrice Talon pour résister parce qu'il est teigneux ». Puis l'histoire fait que, dans l'alliance qu'ils ont fini par avoir, Patrice Talon devient président. Et dans le même gouvernement, dans le gouvernement de Patrice Talon, Pascal Yané Koupaki et Abdoulaye Biotchané sont appelés à travailler. Oui, qu'est-ce que ça représente? Justement, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quelque part, s'ils échouent, si leur gouvernance échoue, le Bénin a de sérieux problèmes. Donc, au-delà des questions partisanes, ça va être un échec mat, échec qui mat pour Pascal Yané Koupaki, pour Abdoulaye Biotchané, pour Talon lui-même, si ils échouent. Maintenant, il y a une chose qu'on détecte très rapidement quand on est dans un pays, quand on entre dans un pays, c'est de pouvoir déterminer, et j'aurais fini en 30 secondes, oui, en 2 temps, 3 mouvements, malgré la culture démocratique, qui sont ceux qui tiennent le pays. Quand on regarde dans d'autres fonctions, c'est le réflexe qu'on me donne, qui sont ceux qui tiennent le pays. Quand on regarde le gouvernement, on peut considérer que si on doit avoir un trio dès le départ, ceux qui tiennent le pays, c'est Talon, c'est Koupaki, c'est ABT. Si on ouvre à 5, c'est ensuite l'intérieur, Sakalafia et Azanaï, qui même s'il est délégué de la défense. Et si on ouvre à 6, on ajoute peut-être Diogbenou. Ça veut dire quoi? On a des raisons, au-delà de la démocratie, on a des raisons d'espérer d'avoir, avec ces gens qui sont plus ou moins calmes posés, d'avoir un pouvoir
qui puisse faire les choses comme il faut. Et cela, en vérité, compense quelque peu Vous avez dépassé 30 secondes. oui, quelque peu les faiblesses à l'évidence dont on pourrait, par exemple, qu'on pourrait évoquer. Monsieur Dassigli, on aurait pu, sur le plan de l'élégance et sur le plan de l'éviction des problèmes de départ des boulets, on aurait pu éviter de la perception. d'éviter de le prendre, Monsieur de le Vincent mettre là. Folly, Mais évidemment, on est encore dans la présomption d'innocence. À Il faut pas propos l'oublier. justement du poste de M. Azanaï, il a dit quelque chose que tout le monde sait, c'est un ministère délégué, ce qui suppose que peut-être le président Patrice Talon veut avoir un regard sur l'armée. Qu'est-ce qui pourrait le justifier, à votre avis? Non, moi je crois que c'est une pratique constante des présidents de la République, de chez nous et d'ailleurs. J'ai vu en Côte d'Ivoire, une pratique constante. Bon, évidemment, dans les pays déjà de démocratie consacrés, non, on voit moins ça. Mais dans nos pays, je veux parler de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense est un ministre délégué. Chez nous, le ministre de la Défense a toujours été un ministre délégué parce que le président veut avoir un droit de regard. Ça ne veut pas dire... Il arrive même dans des pays démocratiques, que le président de la République soit lui-même ministre de la Défense. Exemple. C'est ça, lui ici. Ça, nous l'avons Oui, dit. oui. Je suis perdu. problème, ça pose Non, ça ne pose pas de problème. Le vrai pouvoir sera dans les mains de M. Azanaï. Le président n'a pas le temps d'aller regarder et poser les galons sur les épaules des militaires. Yahi, quand il voulait le faire, il le faisait à la présidence. L'essentiel, c'est pas de poser les galons. Non, c'est un exemple que j'ai pris pour dire que moi, ça ne me pose pas de problème que le ministre Azanaï est moins ministre que les autres, même si hiérarchiquement, puisque c'est le dernier des ministres. C'est simplement une question de convenance, hein, le politologue pourra nous le dire. Mais je voudrais dire au politologue que, comme il a dit tantôt, que la politique est une chose trop sérieuse pour être mise dans les mains des militaires voilà. Et je pense que je vais dire aux politologues que la politique, c'est l'affaire de nous tous. C'est notre manière de voir la société. Non, je n'ai pas parlé de la politique, j'ai parlé de la défense. Non, de la je veux sécurité. dire, je parle de ton métier de politologue et je dis qu'il faut savoir raison garder pour dire que la raison fondamentale ne peut pas toujours se trouver dans la bouche des politologues. On a vu des politologues ici qui ont Monsieur dit... Folly, je vous contredis. Non. Ce que je disais, je ne parlais pas de la politique. Non, je sais, je fais une analogie en ce que vous avez dit pour les militaires et je le fais pour la politique, okay. tout simplement. C'est Cela une dit, comparaison. moi, je n'ai pas de problème que Patrice Talon choisisse des amis ou choisisse de faire ce qu'on appelle un gouvernement de remerciement. Je ne prends même pas le mot remerciement dans ce sens-là, parce que, vous voyez, dans un pays normal, ce serait les partis, un parti politique qui va conquérir le pouvoir, parce que c'est là son objectif, les partis politiques. Il faut regretter que nos partis ne soient pas suffisamment forts pour aller à la conquête véritablement du pouvoir. Mais nous avons encore vu... C'est pour ça qu'ils cherchent des alliés. Eh bien, et bien c'est sûr. quand il y a des alliés que les remerciements arrivent. Non, je ne parlerai pas de remerciement. Le président Patrice Talon a fait la lutte avec une équipe. Et dans l'équipe, il y a Diogbenou, il y a Azanaï toujours, il y a qui d'autre, Saka Lafia, dès le départ. Donc, que ces gens-là se trouvent au gouvernement ne devrait pas nous choquer. Le problème, c'est que... C'est pas ça qui choque Vincent Folly. Oui. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Mais enfin... Non, on peut... Laissez-le finir son idée. Non, mon idée... Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu. On dit qu'on a fini, Ce n'est on pas va ça faire un qui dernier choque. tour de table. Le problème, c'est simplement que les citoyens que nous sommes, la presse que je suis, puisse prendre son rôle au sérieux. Regardez ce qui s'est passé à la Sénat très rapidement. La Sénat et la Cour constitutionnelle, nous en avons eu peur. Le président Talon, même au cours du débat, a exprimé cette peur. Et nous, on a eu peur parce que on connaît la composition de la Cour constitutionnelle. On connaît la composition de la Sénat avec mon ami Moïse Bossou, qui vient de quelque part, et on connaît le président Tiando. Mais voyez-vous, pendant les élections, les choses se sont passées telles que les amis du président Yahi n'ont pu rien faire. C'est-à-dire, lorsque la veille citoyenne est maintenue, comme on l'a fait, comme on a vu la société civile, comme on a vu la presse, je pense que les tricheurs, ils réfléchissent par 3 fois avant de faire ce qu'ils veulent faire. Et nous avons été heureux. Merci. Donc moi, je veux qu'on continue la veille citoyenne avec le président Talon. Et il devra compter avec la presse que nous sommes. On ne fera pas de ça. Merci. On va faire un dernier tour de table avec une question, parce qu'on dit que le temps avance très
très vite et Pas on par risque- moi. on- Je vais rassembler mes idées d'abord. vous préférez... et s'il refuse Georges, je commence avec Georges parce qu'on n'a pas abordé la question de la présence des femmes. On n'a plus le temps. Mais tout de même, une question. On sait que les gouvernements du docteur Boni Yahi, c'était la moyenne d'1 an. Le remaniement, il est à souhaiter que nous ayons peut-être un gouvernement stable pour gérer les affaires de l'État. C'est avec cette question on va faire le tour de table. Mais Avec la permission du réalisateur, on va quand même finir le tour de table. Oui. malgré toutes les choses que nous avons pu énoncer, malgré les réserves que nous avons pu énoncer ici, on ne peut pas à ce jour dire que cette équipe gouvernementale ne soit pas réellement une équipe. On sent quand même entre les différentes personnalités qui composent, disons, ce groupe-là, des liens. Et c'est déjà un avantage. On sent également qu'il y a un désir d'aller à la conquête de certaines choses, de certaines transformations Ma qui question, ont c'est, été est-ce qu'il faut que le émises. gouvernement dure plus qu'un an Permettez que j'aille au bout Oui, de mon c'est le raisonnement. technicien le problème, parce que Alors, le temps... à partir du moment où vous avez, si je reprends l'image que j'avais citée tout à l'heure, celle d'un vestiaire, d'une équipe de football, quand l'équipe n'est pas composite, quand l'équipe n'est pas une équipe de raccro, où on est venu greffer toutes sortes de choses, eh bien, en général, on peut s'attendre à ce qu'elle se comporte bien. Maintenant, il va de soi que la continuité dans l'action gouvernementale est la chose la plus souhaitable. Qu'un ministre ne soit pas là pour 3 mois ou pour 6 mois, à moins qu'il ait commis les fautes qui permettent de lui retirer la fonction. Qu'on permette à ces ministres-là d'agir dans la continuité, pour moi, serait la meilleure des choses. Pour le goût sur la même question, la continuité, c'est-à-dire il ne faut pas des gouvernements de 2 semaines, 1 mois ou 1 an. Qu'est-ce que vous souhaitez? Non, moi j'ai pas de souhait. J'ai pas de souhait. Le président de la République est au cœur de l'action. Il essaie de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais il y a une chose que l'on peut souhaiter, c'est que... Vous souhaitez quand même? Non, une chose que l'on peut souhaiter, que l'on peut souhaiter, c'est que l'on nous fasse oublier la bouffonnerie au niveau de la gestion de l'État. C'est le plus important Qu'est-ce que pour vous moi. appelez comme ça? C'est-à-dire que l'on... Pardon, M. Marat, il ne faut pas qu'on ait dit tout ce qu'on a dit pour que les ministres servent à être des serpillères. Il ne faut pas que les ministres servent, pardonnez-moi, À faire applaudir le président de la à être République. simplement des garçons de course. Il ne faut pas que les ministres de la République deviennent des serviteurs, des souliers d'un chef d'État. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mettre l'État debout. Au fond, tout ce déroulé-là, pour moi, même s'il y aura discontinuité ou continuité, tout va se dérouler dans la mystique de l'État. C'est-à-dire qu'on porte l'État, on habite l'État, les choses se font comme il faut. Et pour cela, si un ministre fait 3 mois qu'il fait mal, que la faute est si lourde, il ne faut pas attendre un an pour le vider. Maintenant, si les ministres sont assez excellents, on peut rester un Parce an. que les techniciens... Oui, en 2 mois, on peut relever tout de même que le président Patrice Talon n'a pas fait un gouvernement de béni oui. Ça, c'est vous qui dites, André Dossat, pour conclure. On va C'est le le moins qu'on voir. puisse attendre de Patrice Talon. C'est de ne pas nous faire un gouvernement de béni oui. Très bien. Et c'est de ne pas être à la fois président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, ministre, directeur général de société, chef de service et Sur tous les coursier, fronts. vaguemestre à la fois, comme on a pu le vivre dans ce pays. C'est le moins qu'on puisse également attendre de lui, c'est que fondamentalement, il nous amène à constater la fin de l'hyper-président et d'un président leader qui impulse l'action gouvernementale et dont les ministres travaillent, dont les ministres composent leur cabinet, nomment des gens compétents également qui mettent en œuvre l'action, le programme d'action du gouvernement. Je pense que c'est le moins que... Et le peuple, vous savez, qui a élu Patrice Talon, attend beaucoup de Patrice Talon. Les gens ont besoin d'action d'éclat, c'est-à-dire d'action qui rassure, qui montre aux gens que les valeurs républicaines ont été restaurées. Les gens, on a perdu à un moment donné le sens de la République. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on attend de lui, mais déjà, il faut que les premières décisions du Conseil des ministres nous rassurent. Nous en avons besoin.
quel type de décision pour nous rassurer, Vincent Folly? Ce sera votre mot de conclusion. Oui, je partage l'opinion de mes confrères, de tout ce que Georges et Expédie et puis André ont dit, mais je compléterai simplement pour dire que voilà, il a formé un gouvernement, l'autre a dit 80% de passage, certains ont dit 17, il a 17 sur 20, mais moi je dis, il y a au moins 3 ministres dans ce gouvernement-là qui posent problème. J'ai parlé d'un tout à l'heure. Vous n'allez pas redire ça? Je ne vais pas redire, mais je parlerai d'un autre dont et les syndicalistes vont parler ces jours-ci. S'il y a un problème... on va faire l'économie. On va le savoir en lisant son journal de 80%, on se rejoint. Je ne voudrais pas citer de nom. On va laisser ça à la manchette. Oui, à ma manchette, bien sûr. Parce que je voudrais que les choses se passent dans les normes, comme vous avez dit, que les ministres travaillent réellement, que le président s'occupe des grandes décisions, de la vision du pays, qu'il ne s'occupe pas d'aller inaugurer des pans de pavés. Ça déshonore la fonction présidentielle. Des robinets. Oui, donc, oui, je conclurai sur ça pour dire que s'il y a des ministres dans le gouvernement actuel, puisque les ministres, il n'y a pas eu de conseil des ministres encore, ils ont le temps de revoir le gouvernement. Ah oui, on peut le faire en 2 semaines. Hein. Merci. Et dire ceux qui traînent des casseroles, En tout cas, il faut aller dehors. Merci. Les téléspectateurs comprendront qu'avec les journalistes, c'est pas facile de gérer le temps. Premier gouvernement de Patrice Talon, le regard de la presse, et je crois que vous avez vraiment eu le regard de la presse avec 2 confrères du privé, 2 confrères du secteur public, Georges Amelon, Expédie Ologou, Vincent Folly, André Dossa. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos techniciens qui nous ont permis quand même de faire le dernier tour de table, bien que nous ayons épuisé notre temps. Merci à tous et bonsoir chez vous.